Bonjour Pascal. Donc ce webinaire est organisé par Malou. Malou, c'est la première start-up de marketing digital dédiée au restaurant. Et par Pascal Perriot. Pascal Perriot, c'est le CEO de Umamit et aussi Brand Content Manager chez France Snacking. Je le présenterai un peu plus longuement tout à l'heure. Donc pas d'inquiétude, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay par email. Si vous avez des remarques, vous pouvez nous en faire part sur la fenêtre chat. Si vous avez des questions, le mieux c'est de les poser dans l'onglet questions et on prendra le temps de répondre à tout le monde à la fin du webinaire. Pascal, pour le présenter brièvement, il a un passé à la fois dans le marketing et le commercial dans le monde des traiteurs événementiels. Il a aussi ouvert 7 restaurants. Il a été ensuite diplômé de l'école multimédia. C'est un pionnier du digital, si je puis dire, pour la restauration. Dès 2003, il commençait. Aujourd'hui, il gère son cabinet de conseil en stratégie digitale pour les restaurants. C'est un expert sur le lancement de concepts notamment. Donc, si c'est votre cas, je vous invite à le contacter suite à ces webinaires. Il est aussi responsable de la valorisation du contenu et du décryptage de toute la food tech chez France Snacking. À côté de ça, parce qu'il fait beaucoup de choses, Pascal, il est aussi mentor chez Toaster Lab et chez La Frégate, qui est un incubateur de jeunes concepts de restauration. Voilà. Où on s'est rencontrés, ce que tu as en commun également, hein, parce que tu es toi-même mentor à La Frégate. Donc Malou, c'est une société que tu as créée en 2017. Tu n'es pas seul, hein, tu es associé, dans le but d'aider les restaurants à trouver des clients en ligne. Donc toi aussi, tu as été touché par le digital assez vite. Et tu développes en fait des possibilités et des dispositifs pour que les restaurants améliorent leur référencement, parce qu'on va le voir ensemble. La livraison est particulièrement liée à l'ancrage local de l'établissement. Donc aujourd'hui, tu emploies depuis 2017 15 personnes qui sont dédiées au développement marketing, aux relations publiques dont un restaurant peut avoir besoin, la livraison en faisant partie, puisque tu gères justement l'identité et la présence sociale de 80 restaurants actuellement, dont au Tacos pour certains franchisés, l'hôtel Marignan, mais également le restaurant Inca qui a une restauration péruvienne à Paris dans le 11e, mais aussi la chaîne nouvellement installée en France qui s'appelle La Piadina et qui compte plus d'une dizaine aujourd'hui d'établissements qui sont malheureusement fermés compte tenu de la période que l'on connaît actuellement, qui est relativement inédite et qu'on va essayer justement de décrypter, de savoir si la livraison est un moyen aujourd'hui de renouer le contact, de refaire du chiffre d'affaires, parce que ça va être quand même toute la difficulté compte tenu de la période que l'on connaît. Voilà, Louisa. Merci Pascal. Comment est-ce qu'on va articuler notre présentation aujourd'hui? On va d'abord vous rappeler les faits marquants à la fois sur la commande emportée, la livraison et sur ce contexte actuel. On verra aussi avec Pascal comment adapter son offre opérationnellement et aussi au niveau de l'expérience que vous allez faire vivre à vos clients. En commande à emporter, en livraison, c'est pas du tout les mêmes paramètres qu'il va falloir regarder en comparant au service à table. Et dans un troisième temps, on verra comment valoriser vos efforts opérationnels, vos services en ligne pour pouvoir atteindre de nouveaux clients. Je te donne la main, Pascal. On va parler de faits marquants. La livraison, c'est pas quelque chose de nouveau dans notre vie. En 98, en fait, à la Resto est créé par un jeune étudiant qui s'appelle Sébastien Forest. Donc c'est notre pendant français et malheureusement qu'on a laissé partir en Angleterre puisque il a connu une joint venture avec Just Eat en Angleterre qui est une entreprise digitale.
Dans l'histoire de la livraison, il y a toujours des déclencheurs. Et la Coupe du Monde de foot en France, elle a été un formidable déclencheur. Allo Resto, donc qui se passait par téléphone, hein, c'était vraiment son nom, a vendu 140 terrains de football, de pizza pendant la période, par exemple. Autre déclencheur de la livraison, ça a été en 2016. Je suis Charlie, avec les attentats qu'on a connus, notamment à Paris. Là, plus personne ne voulait sortir. Tout le monde avait peur. Hein. Enfin, c'était quand même très anxiogène. Et donc, les gens se sont fait livrer et ont pris l'automatisme de faire livrer. Donc ça, c'est quand même très important dans notre histoire de la livraison. C'est qu'il faut toujours des déclencheurs. Et là, on arrive avec cette pandémie du Covid à un nouveau déclencheur. Donc, Allo Resto, il a connu sa première rentabilité en 2004 et tout de suite en 2015-2016 sont apparues des entreprises de la food tech que l'on connaît aujourd'hui comme Foodora, Feu TikTok, qui n'ont pas trouvé de rentabilité en France parce que c'est un marché où la bataille est très importante d'aller chercher le consommateur, donc il faut beaucoup de moyens. Deliveroo, Uber Eats, Nestor, Food Cherry, tous ces restaurants qu'on appelle food stack et qui performent particulièrement sur le secteur de la livraison. Donc, quelques faits encore, la livraison, c'est quand même 20% de croissance par an. Ça, ce sont des chiffres que Food Service Vision nous a transmis, notamment. Et en 2009, il y a une société qui s'appelle Darty, que tout le monde connaît, qui a créé le Click and Collect. Donc, une fois de plus, Cocorico, c'est en France que le Click and Collect est apparu. Donc, c'est une marque déposée aussi en même temps, et c'est un bouton rouge qui était sur le site internet de Darty et qui, dès 2009, a propulsé Darty et a permis d'avoir 320 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires grâce à ce bouton et à cette faculté de pouvoir aller chercher 2 heures après, à l'époque, l'objet qu'on avait commandé sur le site et de pouvoir le retirer gratuitement ensuite. Et double effet qui se coule pour eux, c'est que les gens, une fois qu'ils étaient effectivement entrés chez Darty, mais ils rachetaient en général autre chose, tout en limitant le passage à la caisse. Voilà. C'est un produit qui est toujours trusté aujourd'hui par la pizza, le sushi, le burger, mais les lignes sont en train de changer. Et aujourd'hui, le click and collect est en même temps propulsé par toutes les plateformes. On le trouve chez Deliveroo, chez Just Eat, chez Uber Eats. C'est une fonctionnalité qui est encore assez nouvelle. Tous les restaurants n'y ont pas adhéré, mais ils vont y adhérer compte tenu du contexte actuel. La restauration rapide est le fer de lance de la livraison. C'est un restaurant rapide sur 3 qui était inscrit et converti en 2018 contre un restaurant traditionnel sur 20. On verra pourquoi en fait la rapide s'en sort mieux effectivement et a un dynamisme certain sur la livraison de par son produit, mais aussi son offre tarifaire, hein, parce que le tarif est très important et on est en général à moins de 20 euros par personne. Donc forcément, un restaurant traditionnel n'arrive pas à 20 euros à offrir entrée, plat, dessert, tel qu'il le conçoit. Compte tenu du contexte et du développement de la livraison, il y en a beaucoup qui s'y sont mis avec plus ou moins d'ambition. Il y a des restaurants aujourd'hui qui réalisent 70% de leurs chiffres en livraison, d'autres 100% comme les Dark Kitchen, notamment, qui sont totalement consacrés à la livraison. Et puis ce qui marche le plus aussi en livraison, ce sont les formules. On a beau avoir ça sur nos menus à la carte, mais c'est important d'avoir des formules à partager à 2, à 3, à 4, parce qu'on est rarement seul en livraison. C'est vrai que c'est pas le cas.
on commande rarement pour une seule personne. C'est un instant quand même qu'on a envie de partager, même si la même personne qui est avec soi va manger un burger, alors que vous allez manger une pizza, par exemple. Donc, ayez des boissons, ayez des produits, des desserts également à pouvoir commander et créer des formules qui vont guider le consommateur, pardon. Donc la livraison, en fait, c'est un vrai marché de rupture, en fait. On est en rupture sur plein de choses que l'on connaissait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si tu le vois au travers de tes clients, Louisa, mais on est sur des instants de consommation. On a la défragmentation des repas. Aujourd'hui, on peut commander à manger du matin au soir. Il y a même des opérateurs qui opèrent toute la nuit dans les grandes villes. Le dimanche est un jour important et ça peut représenter 40% du chiffre d'affaires en livraison pour un restaurant uniquement le dimanche soir. Donc effectivement, si vous n'êtes pas présent, si vous ne voulez pas vous mettre à la livraison un dimanche, vous allez rater une belle occasion. Donc il faut quand même intégrer cela dans votre feuille de route dès le départ, intégrer le dimanche, intégrer vos équipes également, parce que si elles ne travaillent pas le dimanche soir en particulier, c'est dommage et vous allez le payer cher, vous allez dire la livraison ça marche pas. Hein. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, Louisa? Tu as souvent ce cas de figure, des gens qui se mettent à la livraison et tu peux voir qu'ils communiquent particulièrement sur une activité du dimanche soir, du retour de week-end? Ouais, alors ça dépend. Tous nos clients qui sont dans des zones de bureau, effectivement, pour eux, la livraison le soir et surtout le dimanche fait pas trop sens parce que les clients sont pas là et que la livraison, on le rappellera encore une fois, mais c'est très local. On est dans un rayon de 3 km en ville et jusqu'à 6 km en banlieue. Ça dépend de son appareil toujours, hein, évidemment. Hein. En revanche, pour ceux qui ont un bon ancrage local, qui sont proches d'habitation, on a de super performances effectivement sur le dimanche soir, sur tous les grands moments de rencontres sportives, de lancement de Netflix, de séries ou de choses comme ça. Donc, il y a des pics et effectivement, c'est intéressant d'identifier les moments pendant lesquels les clients ont besoin de vous et quelle est la férocité de la concurrence sur ces moments-là. Ouais. Il y a également aujourd'hui des lieux nouveaux qui apparaissent, des lieux plutôt hybrides. On peut très bien manger chez son lunetier pendant qu'on achète des lunettes. C'est assez nouveau comme comportement de consommateur. Donc là, la livraison s'effectue, où il y a des points également de restauration. Le coworking s'est développé et ne va pas faire que se développer, il va, je pense, encore se multiplier. Pas le coworking en lui-même, mais le travail partagé en entreprise. Donc les gens vont avoir moins de postes fixes compte tenu du fait que les gens ont été beaucoup en télétravail dans une période de confinement. On voit que ça peut effectivement fonctionner, pas tous les jours, mais en tout cas certains jours de la semaine. Donc il va y avoir une certaine perturbation de la restauration en même temps, et ces lieux hybrides de travail vont aussi autoriser la livraison de plus en plus, parce qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas de cuisine sur place, on n'aura pas le temps de cuisiner. Donc là aussi, on voit cette propension à ce genre de développement. Des nouveaux points de vente apparaissent. La France est aujourd'hui partie à la conquête des food halls, des food courts, mais aussi les centres commerciaux misent sur la restauration pour apporter une nouvelle expérience. Des centres commerciaux, donc là aussi la livraison va pouvoir s'y développer. Les outils digitaux sont très importants, effectivement, et tu es bien placé pour le savoir. Il faut avoir un bon site web, une bonne présence sociale, avoir une application. Et la différence avec une application, c'est qu'elle doit pouvoir rendre des services personnalisés à son utilisateur.
comme voilà, j'aime pas l'oignon dans ma pizza. Quelque part, je ne suis pas obligé de le redire à chaque fois. Et toutes mes pizzas que je commanderai dans votre restaurant, en fait, se trouveront sans oignon parce que j'ai renseigné mes préférences dès le départ. Donc, il n'y a pas besoin de rappeler le client, il n'y a pas besoin de, voilà, enfin, c'est auto-géré. On est sur quelque chose de très rapide. Au-delà du burger, de la pizza, il y a aussi et du sushi qui ont toujours trusté en fait le trio de tête. Les Pokéballs, de nouvelles initiatives culinaires apparaissent, comme l'Asie, comme l'Inde, comme la cuisine coréenne, parce que on a aujourd'hui envie de produits plus healthy, mais aussi qui s'apparentent à la culture du voyage. Et puis surtout, les chaînes de restauration que l'on connaît se sont vraiment mises à la livraison, avec les succès qu'on connaisse des KFC, des McDo, qui portent le dynamisme de la profession, mais aussi c'est une restauration plus dite traditionnelle, comme Paul, comme le groupe Bertrand, qui mise aujourd'hui aussi sur la livraison, la pataterie, qui s'est lancée sur la livraison l'an passé, Flunch, qui a intégré le click and collect également dans sa stratégie pour aller chercher justement la clientèle du bureau et d'entreprise. Donc, on est vraiment sur un marché de rupture, rupture de tout ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, et je pense qu'on n'a pas fini, compte tenu du contexte, à voir encore d'autres ruptures apparaître. Alors, quelle cible, justement, ce sont les jeunes qui portent le fer de lance, qui sont les early adopteurs de la livraison. Donc, on est sur un marché où les 18-34 ans consomment le plus la livraison. Actuellement, ce cœur de cible évolue malgré tout parce que ils sont confinés avec leurs parents quelque part, certains, où on parle à leurs parents. Écoute, si tu veux manger quelque chose de différent, si tu en as marre de faire la nourriture tous les jours, va sur Uber Eats, va sur Just Eat, commander ta pizza préférée du resto. Tu sais, on allait ensemble quelques fois. Il est en livraison, donc commande. Donc il y a quand même aujourd'hui, voilà, on est sur un nouveau déclencheur de la livraison qui est en train de s'effectuer et qui va graviter et grignoter toutes les autres cibles en fait qui sont plutôt secondaires, malgré un corps de cible toujours très jeune. Ce qui va influer, n'est-ce pas, Louisa, sur les réseaux sociaux, quand on s'adresse à un corps de cible jeune, on est plutôt sur Insta, sur TikTok. On est sur une tonalité, on est aussi sur le tutoiement. N'est-ce pas? Enfin, ce sont des choses que tu rencontres, j'imagine. Oui, effectivement. Le fait que la commande importée pour l'instant et la livraison, ça prenne le mieux plus sur les populations jeunes, ça implique qu'il faut repenser le moyen d'aller toucher ces populations jeunes. Et aujourd'hui, où est-ce qu'elles passent le plus grand de leur temps, et encore plus en confinement, elles le passent sur leur téléphone. Et sur leur téléphone, elles le passent en particulier sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Et donc, ce sont des espaces d'expression qu'il faut aller conquérir quand on a un restaurant et qu'on veut toucher ces jeunes clients-là. Donc TikTok, effectivement, c'est pas pour tous les restos. Nous, on a un compte sur lequel ça marche très très bien. C'est le TikTok de Otakos Vavin. Et là, effectivement, TikTok, c'est très jeune. C'est beaucoup de répétitions, de musique. Pardon ? Clientèle étudiante qui recherche un prix à 5 € et effectivement, Otakos a des prix à 5 € auxquels ils peuvent
répondre dans cette offre, hein, bien sûr. Exactement. Donc, ça confirme les personnes, les clients aujourd'hui de la commande emportée et de la livraison confirment que les canaux qu'il va falloir privilégier, vous, pour aller les chercher, ces clients-là, ce sont des canaux digitaux. Ce sera les réseaux sociaux en priorité. Et puis après, surtout, le référencement sur Google et sur toutes les plateformes qui sont utilisées pour ces recherches d'établissement. Parce que le premier réflexe d'un jeune, en général, c'est d'aller sur Instagram pour connaître un restaurant. Ensuite, il va sur Google, il va se renseigner aussi. Donc, forcément, si vous n'y êtes pas présent, ou si vos fiches, ou si votre compte n'est pas bien alimenté, vous ne serez pas pris au sérieux. Et puis, il faut lui parler avec ses mots à lui et ses expressions de langage. Voilà. Autre point sur la livraison qui sont également des points importants, c'est que la livraison, elle est née, on l'a vu avec la food tech en 2015-2016. Tout le monde s'est basé sur le soir. Aujourd'hui, il y a un glissement qui s'effectue vers le midi. Tout le monde se focalise sur le midi pour plusieurs raisons qu'on verra. Mais aujourd'hui, il y a un équilibre entre le midi et le soir qui devient de plus en plus important. On a 46% le midi, 48% des volumes qui sont exprimés le soir. Donc, c'est pas anodin. Ça montre bien en fait que le marché est en train d'évoluer et puis le marché cherche aussi sa rentabilité. Le midi, on serait sur des commandes plus importantes en entreprise. Donc voilà, c'est un point important et on ne peut pas proposer la même chose, le même produit le midi que le soir. Il faut arrêter de vouloir vendre toujours la même chose. Ça, ce sont des sources qui émanent de CHD Expert, de Nicolas Bonucci, avec qui j'ai collaboré et travaillé sur une conférence également. Et ce sont je trouve, des points très importants qui vont avoir de l'incidence sur votre activité, mais aussi sur votre image et la nature de votre stratégie digitale à explorer par la suite. Alors aujourd'hui, ça fait plus d'1 mois et demi maintenant qu'on connaît le confinement. Donc il y a 95% des restaurants qui sont fermés. On attend une ouverture à l'horizon de juin, peut-être début juin, peut-être mi-juin. Dans quelle mesure ça va être possible d'ouvrir son restaurant et d'offrir la même expérience du resto traditionnel que l'on connaissait? C'est pas simple du tout. Une grosse question, savoir si on aura des tables, une table avec un espacement de 1,50 m entre chaque table, s'il faudra prendre la température des clients, s'il faut que nos clients aient des masques. Donc vous imaginez bien que les clients vont pas se déplacer dans les restaurants dans ces conditions. Par contre, ils peuvent se faire livrer et c'est là que peut-être il faudra être présent. En gros, c'est 80% de chiffre d'affaires perdu en restauration. Maintenant, tout le monde est fermé, tout le monde est en train de rouvrir. À la livraison, au click and collect, au drive pour McDo aussi. Et on voit bien que des habitudes des consommateurs sont entrées dans leurs usages. On va chez le boulanger aujourd'hui, on va chez Marie Blachère. Les plus de 500 magasins, boulangeries, en fait, se sont ouvertes au click and collect. On peut commander en click and collect, on est retiré sans faire la queue et en toute sécurité. C'est ce que vend la marque, en tout cas, et c'est un click and collect qui a été développé en 1 semaine parce que les consommateurs avaient besoin d'une certaine sécurité et d'arrêter la promiscuité entre nous. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses comme celle-ci qui vont rester. Et ce qui est déjà entré dans l'usage, c'est bien pratique. Avant de partir, je passe ma commande du bureau, je vais retirer mon pain ensuite. C'est quand même très très pratique. Je fais pas la queue à des heures d'affluence. Voilà.
même si ça ne fait qu'un mois et demi, je pense que tout ça, ça va rester gravé dans l'esprit des gens et que ceux qui se mettent au click and collect aujourd'hui en profiteront d'autant plus demain. On connaît également, Rapidol a communiqué sur des chiffres. Donc Rapidol, c'est une application de click and collect aussi et de livraison pour les métiers de bouche. Il annonce également 190% de progression de chiffre d'affaires. Certains commerçants font plus de 1200 € par jour et bouchées notamment de click and collect, de commandes en click and collect par jour. Voilà, on sent bien voilà, que c'est en train d'entrer dans les mœurs. Mon propre boucher, je suis dans le Berry actuellement, dans une petite ville, donc c'est pas non plus que pour les grandes villes. Il livre et il fait du click and collect en boucherie pour éviter la cohue et j'en ai discuté avec lui, il s'en sort très très bien, il est très content. Voilà. Mais à qui profite le crime? Actuellement, le crime, il profite vraiment à la GMS, qui sont déjà les héros. Hein, ils apparaissent comme héros. Ils ont retrouvé une certaine raison d'être. Hein, on ne les aimait pas, on ne les aimait plus avant. Et aujourd'hui, les caissiers sont autant les héros que le personnel soignant. Donc, ils ont déjà entamé, en tout cas, des discussions et des rapprochements avec la foodtech, Uber Eats pour Carrefour, Franprix avec Deliveroo, mais aussi Monoprix. Donc, ils vont être les futurs gagnants parce que qu'est-ce qui va leur empêcher de livrer la restauration aussi que les pôles de restauration de Carrefour organisent sur place en vente à emporter pour aller livrer les bureaux à proximité. Donc attention, faut quand même que la restauration garde le lead de ce segment parce que ça reste malgré tout de la restauration. Donc ne soyez pas il faut être aujourd'hui apparent. Voilà, il ne faut pas être trop prudent. Il faut tester des choses et tester des nouvelles choses. Et le click and collect et la livraison, c'est malgré tout à moindre coût, même si ça demande effectivement beaucoup d'organisation. C'est un secteur qui demande beaucoup d'applications de vos équipes et de votre. Comment adapter son offre? En fait, il y a deux aspects aujourd'hui dans la livraison. Il y a un aspect fonctionnel, un aspect expérientiel. Depuis 2018, c'est clair que être livré, c'est plus du tout une innovation dans l'esprit des consommateurs. C'est installé totalement chez eux. Donc ça, c'est quand même très important. Mais ce qu'ils attendent, c'est un produit qui a été conçu et pensé pour la livraison. Il faut arrêter de vouloir mettre toute sa carte. Autant capitaliser sur ses signatures, mettre ce que l'on maîtrise, compter les manipulations en cuisine, parce que quand on a 30 minutes pour livrer un client, on n'a que 10 minutes pour cuisiner, donc le temps est serré, on n'a pas qu'une commande à la fois. Donc, si vous partez dans un délire d'avoir plein de produits, vous ne pourrez pas à la fois contenter votre client en livraison et votre client en restaurant parce que tout le monde arrive en même temps. C'est un peu le problème. Donc, autant faire peu mais bien que de faire beaucoup et mal parce que la sanction, elle est assez immédiate. Aujourd'hui, ça peut valoir le coup, à partir du moment où vous voulez faire du volume, d'avoir votre propre équipe de livraison et d'avoir votre propre flotte de livraison pour plein de choses, pouvoir proposer des promotions, aller livrer là où le client est, parce que le client, il est finalement un peu partout. Il n'est pas au pied de l'immeuble, il est dans un parc, il est dans un cinéma, il est voilà, dans une entreprise. Les services de livraison sont tous différents en fonction du lieu de livraison dans une entreprise. Les attentes sont beaucoup plus importantes que un particulier pour le cas qui voudrait une livraison pour le soir.
Yes, je vais juste compléter tes propos, Pascal, sur le choix de la livraison. Si on veut la gérer en interne ou si on veut prendre un prestataire, il y a la question opérationnelle. Est-ce qu'on veut, nous, gérer une flotte de livreurs et optimiser l'heure à laquelle ils livrent telle ou telle adresse? Et aussi, quand on passe par des plateformes, j'ai vu qu'il y avait plusieurs fois eu la question sur le chat, quand on passe par des plateformes, en fait, on passe par un apporteur d'affaires. On passe pas seulement par une solution opérationnelle. C'est-à-dire que les gens qui ont les applications Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, ils utilisent ces applications-là pour commander à manger. Et donc, si vous voulez faire sans ces plateformes-là, vous pouvez. Mais il faut garder en tête que vous allez avoir une bataille à mener, une nouvelle bataille, qui est celle de l'acquisition client. Parce qu'il va falloir que vous alliez vous chercher les clients qui ne vous connaissent pas et qui vous trouveront pas sur ces plateformes-là connues. Et puis, dernier point, c'est pour ça que je vais te passer la main maintenant, Louisa. Le but, c'est effectivement de communiquer, de garder le lead de sa communication, que vous soyez via un agrégateur, une plateforme de livraison, ou vous-même, que vous remplissiez les fonctions de la livraison. Première chose, et c'est toujours la priorité chez Malou, et on vous rabâche toujours parce que c'est hyper important, c'est le référencement local. Qu'est-ce que ça veut dire le référencement local? C'est remonter en haut des résultats de recherche sur Google. Et comment ça passe? Par quoi ça passe? Ça passe par le fait d'abord que vos informations soient cohérentes partout où vous existez. Sur Google, évidemment, mais sur toutes les autres plateformes sur lesquelles vous existez. Donc, si vous décidez d'ouvrir la commande à emporter ou la livraison, il faut que vous mettiez vos horaires de commande à emporter et de livraison sur Google, sur Instagram, sur Facebook, sur Yelp, sur Foursquare, sur TripAdvisor, partout où vous existez, il faut que cette information soit diffusée. Deuxième intérêt, les mots-clés. Il va falloir repenser vos mots-clés. Si avant, votre mot-clé principal, c'était peut-être restaurant grande terrasse, restaurant grande terrasse ou terrasse chauffée Paris ou bar à cocktail ou des choses comme ça, c'est des mots qui vont plus fonctionner pendant encore un certain temps, malheureusement. Et donc, vos mots-clés, autour de vos mots-clés, il va y avoir les mots livraison et à emporter. Takeaway, c'est tapé environ 10 fois moins que livraison et à emporter, et click and collect 100 fois moins. Donc, click and collect, retenez bien que c'est un mot business, B2B. C'est vous avec vos partenaires full service pour en parler, vous pouvez l'utiliser. Mais globalement, en termes de référencement, mieux vaut l'oublier. Troisième chose importante, les avis clients. Alors, les avis clients, d'abord, il faut les demander à vos clients. On n'a pas encore le réflexe en France de laisser un avis quand on va commander dans un restaurant ou quand on s'y rend. N'hésitez pas à demander à vos clients. Quand ils viennent à vous pour de la commande à emporter, vous pouvez leur dire de vive voix avec un sourire, ça passe toujours très bien. Pour de la commande à emporter et surtout de la livraison, quand vous ne voyez pas et vous n'échangez pas du tout avec le client, une petite carte, vous pouvez faire une petite carte, un petit flyer que vous déposez dans le sac de livraison en demandant au client s'il a été content de vous laisser un 5 étoiles. Et tous ces avis clients, une fois que vous les avez collectés, il faut y répondre. Comment est-ce qu'on répond à un avis client? On y répond en insérant les mots-clés qui vont être pertinents pour vous. Et on profite aussi de la réponse aux avis clients, qui est en fait un espace d'expression qui vous est donné pour partager votre actualité. Donc là, si vous avez un petit peu de temps, par exemple, que vous demain et que vous prévoyez dans les jours ou semaines à venir de lancer la commande à emporter ou la livraison, vous pouvez aller sur votre fiche Google My Business, répondre à vos 50, 100, 200, 500 avis clients qui ont été laissés et informer dans votre réponse à ces avis clients que vous proposez bientôt, à partir de telle date, enfin la date que vous choisirez, des services de commande à emporter et de livraison. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand vous répondez à un avis client? Ça envoie un mail à la personne qui a laissé l'avis. Donc, ça va vous donner l'occasion d'entrer en contact avec 50, 100, 200, 500 clients qui sont venus chez vous, qui ont pris le temps de vous laisser un avis, pour les informer de vos nouveaux services. Et enfin, indispensable, les photos. On ne peut pas être visible, on ne peut pas surtout être attractif en ligne si on n'a pas des photos de qualité. Et petit tips, vos photos, n'hésitez pas à les renommer avec des mots-clés pour continuer à nourrir votre référencement. Donc les avis clients, c'était juste pour vous montrer. Il y a deux types d'avis, deux formats d'avis clients. Il y a les avis clients que vous pouvez collecter sur Google ou sur les plateformes externes. Ceux-là, c'est les plus forts parce que c'est ceux qui vont permettre de toucher de nouvelles personnes. Ils vont nourrir votre référencement. Les personnes qui vont rechercher avec des mots-clés sur Google, sur Deliveroo, les avis clients que vous aurez sur ces plateformes-là vont vous aider à remonter à leurs yeux. Vous pouvez aussi demander des avis sur des plateformes propres. Si vous avez choisi de lancer, vous, la livraison avec un outil que vous utilisez,
et que du coup, l'interface avec vos clients, c'est cet outil-là, vous pouvez leur demander de laisser ici des avis clients. Dans ce cas-là, il faut bien retenir que vous êtes vous responsable de l'acquisition de vos clients. Est-ce que je peux intervenir, Louisa? Bien sûr, je reviens. Je voulais dire que la note de 4 sur 5, c'est vraiment aujourd'hui le Graal à obtenir parce que les consommateurs font confiance à un restaurateur qui a une bonne note. Et la note de 4, voire plus, évidemment, c'est la note de référence aujourd'hui pour pouvoir commander. Ça veut dire que le restaurateur est sérieux, qu'il livre en temps, en heure, que les produits sont bons. Et tout le monde regarde aujourd'hui les avis clients. C'est quand même 80% des consommateurs qui regardent les avis. Donc, c'est quand même très important. Voilà, je peux poursuivre. Et même, j'irai encore plus loin que Pascal. En dessous de 4 sur 5, on perd les clients. Enfin, ils ne vont pas commander chez vous. Donc, vraiment, visez au minimum 4 et dites-vous que si vous avez en dessous de 4, il faut batailler pour remonter. Ensuite, sur les plateformes de livraison, comment est-ce qu'on fait pour remonter? Donc, on l'a vu, il y a deux options. Soit vous choisissez de développer en propre vos services de livraison, soit vous passez par un tiers que sont les livraisons. Si vous choisissez de lancer vous tout seul vos services de livraison, très bien, c'est ambitieux, c'est que vous voulez chercher de gros volumes de livraison, ça je vous le souhaite, mais ça veut aussi dire que vous êtes responsable d'aller chercher vous les clients. On bosse avec par exemple Easy Sushi, un restaurant japonais proche de Toulon. Il gère sa flotte de livreurs, ça cartonne. Il n'a pas fermé pendant le confinement. Ce sont ses meilleures semaines, mois de chiffre d'affaires. Il est organisé. Il a une très forte notoriété locale. On a étendu les zones de livraison et ça roule tout seul parce qu'il y a un vrai investissement qui a été fait sur la communication. Si cet investissement-là, vous n'êtes pas prêt à le faire, vous pouvez très bien passer par des plateformes de livraison. Et ces plateformes-là, ce sont des apporteurs d'affaires, c'est pas juste une solution opérationnelle. Donc, sur ces plateformes, comment est-ce qu'on fait pour remonter en haut des recherches? La cohérence des informations, encore et toujours. Si Uber Eats ou Deliveroo ou Just Eat ou n'importe laquelle se rend compte que vos horaires n'ont pas été mis à jour, que la tablette n'a pas été allumée aux horaires auxquels vous avez mentionné être ouvert, que vos menus sont obsolètes et que du coup, il y a plein de commandes qui sont annulées, catastrophe. Donc, vraiment, la cohérence des informations, c'est indispensable, vous ne pouvez pas faire sans. Deuxième chose, l'excellence opérationnelle. Si vous prévoyez 20 minutes de temps de préparation et qu'en fait, le livreur il se retrouve à attendre 45 minutes devant chez vous, les algorithmes vont vous pénaliser parce que, résultat, le client il va attendre 25 minutes de plus et il sera pas content. Si vous annulez des commandes, si vous faites des erreurs, pareil, ce sont des choses qui vont vous pénaliser, vont faire retomber dans les résultats de recherche. L'importance des clients, il faut que votre note moyenne elle soit supérieure à 4 si vous voulez que ça vous serve à convertir des clients. Il faut des volumes de commandes conséquents, donc ça c'est une boucle vertueuse. Plus vous travaillez bien, plus les clients vous laissent des avis, plus ils vont commander, plus vous remontez en haut des résultats de recherche, etc. Ensuite, il y a de la promotion. C'est recommandé de jouer le jeu de la promotion sur ces plateformes-là. Et j'ai vu la question passer tout à l'heure de comment est-ce qu'on fait? Il y a 30% de marge et comment est-ce que je m'y retrouve si en plus par-dessus ça, je dois faire de la promotion? Alors déjà, vous pouvez augmenter légèrement vos prix sur les plateformes de livraison. Elles n'ont pas le droit de vous imposer des tarifs. Donc, vous pouvez rajouter 1, 2, 3 euros selon vos tarifs sur certains plats. Et ensuite, repensez vos food costs. Essayez de proposer de nouveaux plats. De toute façon, vous ne pourrez pas mettre toute votre carte sur ces plateformes. Donc, essayez de repenser vos food costs, repenser votre carte avec des plats qui sont sur lesquels vous pouvez faire des marges. Et aussi, gardez en tête que les 30% couvrent et l'apport d'affaires et la livraison. Donc, il y a vraiment on aime beaucoup taper sur ces plateformes-là. Je n'ai pas d'action chez eux. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a un gros travail derrière, à la fois de marketing et d'opération. Sur les réseaux sociaux, la première chose à faire, pareil, c'est de diffuser l'information. Donc, dès la bio, la première chose qu'on va voir, expliquer si vous faites de la livraison, de la commande emportée, sur quelle plateforme, et mettre le lien pour pousser à la commande. Ensuite, quel message sur les réseaux sociaux? Première chose, rassurer. Pendant ou post-Covid, on ne sait pas exactement quand ça se terminera, mais il y aura toujours une éducation sur l'hygiène et sur la sécurité à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à rappeler ce que vous faites pour protéger vos équipes, les clients, les livreurs.
comment vous organisez la livraison sans contact pour protéger tout le monde. Ça se montre à travers des photos, des vidéos, des posts, des stories. Ensuite, planifier. Il faut que vous soyez capable d'identifier tous les grands événements à ne pas rater. Ça peut être des événements sportifs, ça peut être des sorties de films, des séries Netflix, ça peut être les fêtes du calendrier, un big picture, et ça peut aussi être des événements qui sont directement liés à votre cuisine. Ensuite, quel contenu? Je remets une couche là-dessus, l'importance de la qualité des photos. Sans quoi vous ne pourrez pas convertir quelconque client sur les réseaux. Nous, notre co, c'est d'alterner à la fois des produits bruts, si vous travaillez de jolis produits, des plats de ce que vous proposez, et les montrer au format commande à emporter et livraison, parce qu'une assiette dressée et un bol qu'on va recevoir par le livreur, c'est pas exactement le même visuel, donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre l'attente de la photo et ce que le client final va recevoir. Et aussi partager toutes les mesures de soutien auxquelles vous avez pris part pour soutenir le personnel soignant ou les personnes qui travaillent pendant le confinement. Vous pouvez aussi lancer des jeux concours, des recettes. Et justement, les recettes, c'est un très bon type de contenu. Vous pouvez les partager. Vous pouvez partager une ou deux de vos recettes phares sur les réseaux. Ça fera très plaisir à vos clients. Ça vous permettra de les engager. Vous pouvez les écrire dans des posts. Vous pouvez les filmer dans des vidéos. Et vous pouvez même les vendre dans des kits. Et ça, c'est Petit Bao, un restaurant chinois assez branché parisien qui s'est mis à vendre des kits de ses recettes phares en livraison. Et en fait, ça cartonne, ça marche super bien. Et les gens ont l'impression de recréer Petit Bao chez eux. Ensuite, les influenceurs. Qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? Comment est-ce qu'on l'active? Un petit rappel, l'influenceur, c'est un individu qui a rassemblé une audience de plusieurs milliers d'abonnés sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Et les personnes qui le suivent ont choisi de le suivre. C'est-à-dire que c'est un contenu qui est consommé sciemment par choix. Et c'est pas de la sponsorisation qui va arriver sur l'écran malgré soi. Et donc, les influenceurs, pourquoi c'est utile? Parce que ce sont des tiers de confiance qui vont permettre d'aller toucher, d'abord de partager du contenu de qualité, parce qu'ils sont forts en création de contenu, les influenceurs. Et ensuite, ça va vous permettre de toucher de nouvelles personnes qui sont celles qui suivent les influenceurs. Là, je vous ai mis un bon exemple de Pokawak, qui est une chaîne de poké, qui collabore dans sa stratégie en général avec des influenceurs. Dès qu'ils s'ouvrent une nouvelle ville, ils vont créer un partenariat avec l'influenceur un peu healthy, on en parlait tout à l'heure avec Pascal, un peu healthy, lifestyle sportif de la ville en question, pour créer une recette inédite avec cet influenceur qui sera disponible que dans cette ville-là. Et là, ils vont encore plus loin, où ils se sont associés avec une ancienne candidate Top Chef, une cuisinière d'un restaurant gastronomique, et ensemble, ils ont créé une nouvelle recette de poké. Donc, il n'y a pas de limite au partenariat que vous pouvez imaginer. Tant que c'est cohérent, tant que ça touche des personnes qui potentiellement sont vos clients, ce sera une belle affaire pour vous. La sponsorisation, qu'est-ce que c'est? C'est mettre des tickets de publicité sur des contenus dans des réseaux sociaux. Et ça vous permet de toucher des personnes ciblées qui ne vous connaissaient pas au départ. Comment est-ce qu'on fait? D'abord, il faut de bons outils. Il faut que vous installiez, que vous convertissiez vos comptes Facebook et Instagram en business account. Il faut que vous créiez un compte Facebook Business Manager. On expliquera exactement comment on le fait sur une vidéo bientôt sur notre chaîne YouTube. Ensuite, il faut définir un budget. Vous pouvez commencer petit pour tester ce qui marche pas, et puis l'augmenter. Et le ciblage, super important. Comment est-ce qu'on cible les gens? On peut cibler par âge, par sexe et par localisation. Et c'est d'autant plus vrai pour les services de commande emportée et de livraison. Et ensuite, les centres d'intérêt. Il y a plein de centres d'intérêt qu'on peut renseigner notamment sur Instagram et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à viser des personnes qui suivent vos concurrents, qui aiment des sujets qui sont proches des vôtres. Si vous avez, je sais pas, un restaurant si vous avez des pizzas et que c'est vraiment street food, fast food et que c'est adapté aux soirées de matchs de foot et que c'est très food porn, très masculin dans le contenu, et ben allez viser les personnes qui une semaine avant un match, allez viser les personnes qui suivent l'équipe de France et le Paris Saint-Germain et je ne sais qui d'autre. Ça peut être utile pour vous. Et ensuite, il faut itérer. La première, vous apprendrez de chaque sponsorisation que vous allez faire. Donc, plus vous en faites, plus vous les analysez, plus vous pourrez améliorer vos performances et diminuer vos coûts par clic. Dernier point, on arrive à la fin, sont les relations presse. Qu'est-ce que c'est que des relations presse? Déjà, c'est un moyen de devenir un lieu de destination, c'est-à-dire de bâtir sa notoriété en passant par des médias. Et comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire ce type de prouesse? Ça passe d'abord par la rédaction d'un communiqué de presse efficace. Donc, un communiqué de presse,
En fait, c'est le document qui va être envoyé aux journalistes. Et un communiqué de presse efficace, qu'est-ce que c'est? C'est un communiqué de presse dans lequel l'information est structurée, dans lequel on a exactement tout ce qu'on peut mettre en valeur sur votre établissement, mis en valeur avec le bon ton, les bons mots, et de manière précise, et des visuels de qualité. On y revient encore. C'est impensable d'envoyer un communiqué de presse avec des photos floues, pas jolies, pas attractives. Ça ne marchera pas. Ensuite, comment, une fois qu'on a travaillé son communiqué de presse, comment est-ce qu'on fait pour aller toucher les journalistes? Première chose, on peut identifier tous les médias qui sont pertinents pour nous et dans lesquels on sent que son établissement, sa marque ferait sens. Une fois qu'on a identifié ces médias, on peut trouver tous les articles de ces médias qui vont traiter, par exemple, de la commande emportée ou de la livraison. Regardez le nom de l'auteur de ces articles-là. Recomposer son adresse mail. Il y a beaucoup d'outils gratuits qui permettent de retrouver les adresses. Souvent, c'est prénom.nom@l'urldumedia.com. Puis ensuite, on peut contacter ce journaliste. Là, attention, ne pensez pas gagner du temps en faisant un envoi à 50 journalistes d'un coup, tous en copie cachée, parce que ça ne marchera pas. Ils n'ouvriront pas votre mail et probablement ils partiront en spam directement. Il faut envoyer les mails un par un de manière personnalisée. C'est-à-dire que chaque journaliste que vous allez contacter, il faut que dès l'objet, dès les premières lignes de votre mail, il ait conscience que ce qu'il y a dans votre message, ça va créer de la valeur à ses lecteurs. Et c'est à cette condition-là seulement qu'il va lire votre communiqué, qu'il va ouvrir votre mail d'abord, qu'il va lire votre communiqué de presse et qu'il va peut-être vous consacrer un papier. Ensuite, il y a la relance, parce qu'évidemment, même si votre mail est parfait, si l'objet vise dans le mille et que l'approche est idéale, on n'a pas une réponse immédiate toujours, donc il ne faut pas hésiter à relancer finement. Et pour ça, à utiliser l'actualité, un nouveau plat, un nouvel article, un nouveau plat que vous sortez, un nouvel article que le journaliste a publié, pour relancer de manière fine. L'intérêt, moi, Lisa, oui. L'intérêt également, c'est que ces articles, de par le nombre d'abonnés qu'ont tous ces journaux et tous ces influenceurs, tous ces articles vont sortir en premier. Et quand quelqu'un va chercher des renseignements sur un restaurant, il va tomber directement sur cet article. Il verra, enfin, ce sera une référence. Effectivement, il connaîtra davantage votre restaurant par le biais d'une personne qu'il ne connaît pas, mais en qui il a confiance. Donc, il sera aussi en pôle position par rapport à votre restaurant qui, lui, est isolé et n'a pas 8000 lecteurs par jour. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on va juste résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, la commande à emporter et la livraison, ce ne sont plus des options. Elles impliquent à la fois de repenser les opérations des établissements, l'expérience client et la communication. Et retenez bien que ce sont des business de volume, c'est-à-dire qu'il va falloir vendre beaucoup pour que ça vaille le coup. Et puis surtout, n'ayez pas peur, surtout dans ce contexte particulier de test and learn. Essayez, retenez de vos erreurs, recommencez. Il n'y a pas de recette miracle. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Il y a des succès, il y a des success stories. Il faut en tirer des apprentissages pour s'inspirer et tenter soi-même de construire la sienne.